Monsieur Rousseau, vous êtes donc directeur technique du groupe ICV. Responsable du service viticole. Ah, Déjà... pardon, excusez-moi, je n'avais pas la bonne fonction. Alors c'est très intéressant, vous allez notamment nous faire un zoom sur les caractéristiques du millésime 2022 en Provence, voilà, qui est assez différent quand même certainement des autres millésimes qu'on a pu voir en Provence. Et puis donc vous allez nous présenter un petit peu aussi quelles sont les principales caractéristiques de la maturation dans la région et quels effets de l'état hydrique sur les cépages provençaux. C'est à vous, voilà. Merci, donc 20 minutes. Hein. Et oui, 20 minutes. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc je vais essayer de répondre à une question assez complexe qu'on m'a posée. Quel est le niveau de maturité pour les rosés? Et question annexe, est-ce qu'on a besoin de pousser les maturités pour faire des rosés? Donc effectivement, là, je vais faire un peu le point sur l'état des connaissances qu'on a pu recueillir à l'ICV, donc avec vous voyez, la collaboration de pas mal de collègues, que ce soit provençaux ou hors Provence. Donc effectivement, on va commencer par faire un petit état des lieux de la maturité en Provence, de l'impact de différents facteurs, dont l'état hydrique sur la maturation du raisin, et pour essayer d'arriver à quels sont les objectifs de maturité pour les grenaches. Donc en Provence, comme dans d'autres secteurs du groupe ICV, l'ICV a mis en place un référentiel de maturité qui est géré entre autres par Jean Andrès, que vous avez vu ce matin. Et donc il y a 38 parcelles qui sont sur 4 régions viticoles. Ça représente 150 contrôles de maturité étalés sur 9 semaines, donc à peu près 4 à 5 contrôles de maturité par parcelle, qui donnent lieu à un bulletin d'information, le tendance du millésime, hebdomadaire. Donc ce qui ressort du millésime 2022, c'est d'abord le constat qu'il y a 2 secteurs assez marqués sur la Provence, un secteur précoce, et ici en très plein, et un secteur tardif, ici en pointillé. Le secteur, il y a 2 semaines de décalage au moins entre les 2 secteurs, mais ça varie suivant les cépages. Et vous voyez que sur le secteur précoce, si on regarde l'évolution des degrés potentiels, la Syrah et le Grenache évoluent vraiment de façon synchrone, alors que le Cinsault, lui, présente un net retard. Sur le secteur tardif, il y a beaucoup moins d'écart, beaucoup moins d'effets cépage. Le Grenache se retrouve légèrement en avance par rapport à la Syrah et au Cinsault. Mais déjà, l'effet cépage n'est pas le même suivant les secteurs. Si on va un peu plus dans le détail de la composition du raisin, donc le degré c'est un indicateur, mais pour la qualité des vins, il faut de l'acidité, le poids des baies pour les rosés c'est important, le potentiel phénolique, l'azote. Donc si on compare à degrés comparables, donc aux alentours de 12 degrés d'alcool potentiel, donc pour les grenaches proches de la maturité, on constate un retard de 19 jours sur le secteur tardif. C'est également la structure acide est différente, ça veut dire que bizarrement, le secteur tardif est moins acide à degrés équivalents. Alors c'est bizarre, c'est plutôt lié au fait que sur le secteur précoce, il y a certainement beaucoup plus de phénomènes de concentration, de perte en eau, comme l'a expliqué Alain de Loire ce matin, qui fait que c'est plutôt, je dirais, la concentration en sucre qui est artificiellement augmentée. Inversement, sur le secteur tardif, à degrés équivalents, il y a plus de couleurs, un potentiel couleur plus important. Donc, et enfin, sur le secteur tardif, il y a également moins de tanins, donc on le mesure par l'IPT, et des tanins moins agressifs, ça c'est l'indicateur maturité des pépins, MP, qu'on peut analyser sur le raisin. Donc 12 degrés d'alcool potentiel pour le Grenache, ça ne signifie pas du tout la même chose sur le secteur précoce que sur le secteur tardif. Si on regarde sur le Cinsault, alors là j'ai regardé un degré un peu plus bas parce que tous les Cinsault n'arrivent pas forcément au même niveau de degré. Le décalage de maturité n'est plus que de 13 jours, hein, donc contre 19 jours pour le Grenache. Et sur le secteur tardif, les baies sont sensiblement plus grosses et on a un chargement en sucre, donc une quantité de sucre par baie plus élevée, donc un chargement en sucre qui est plus actif. Sur le secteur tardif,
Il est un peu moins acide à degré équivalent, un peu la même différence que sur le Grenache, mais ça marque un peu moins. Mais une caractéristique intéressante, surtout pour les rosés, c'est qu'il y a plus d'acide malique à degré équivalent. La différence de couleur est encore plus marquée sur les cinsault que sur les Grenaches, et on retrouve la même tendance sur la structure tannique, moins de tanins et tanins moins agressifs. Donc sur le cinsault aussi, 12 degrés d'alcool potentiel ne signifie pas du tout la même chose suivant les terroirs. Après, sur les dates de récolte, donc là, on peut se fier. Alors ça, c'est les derniers contrôles de maturité. Ça veut dire qu'on fait des contrôles de maturité jusqu'à la récolte. Donc ça peut donner un peu un indicateur de règles de décision pour les viticulteurs pour les dates de vendange. On voit que sur les secteurs précoces, là sur 3 ans, les Grenaches sont vendangés à peu près, Grenache et Syrah sont vendangés à peu près de façon régulière aux alentours de 13 degrés, hein, avec une relative faible variabilité. Sur les cinsault, il y a un effet millésime un peu plus marqué qui est certainement lié à l'état sanitaire, en particulier en 2021, où il y a eu certainement des vendanges anticipées à cause de l'état sanitaire. Sur le secteur tardif, on retrouve à peu près les mêmes niveaux de récolte pour les Grenaches, aux alentours de 13 degrés sur le raisin, hein, j'entends. Par contre, les cinsault et les Syrah sont à peu près 1 degré de moins. Et par contre, sur le secteur tardif, certains millésimes comme 2020 ou 2021, on note une plus grande variabilité des dates de récolte. Si on regarde, tout à l'heure, je vous présentais la composition à degré potentiel équivalent, ça veut dire avant la récolte. Là, si on regarde les différences à la récolte, hein, les caractéristiques à la récolte, sur le secteur tardif, sur le poids des baies, à maturité, il y a relativement peu d'effets millésimes. Ça veut dire que quel que soit le millésime, sur les 3 dernières années, on est à peu près aux alentours de 380 grammes pour 200 baies, donc ça fait 1,9 g par baie. Par contre, sur le secteur précoce, pour les Grenaches, hein, ça concerne les Grenaches, on voit un effet millésime très marqué. Hein, ça veut dire que sur 2022, le poids des baies était pour 200 baies de l'ordre de 280, alors qu'il était à près de 420 en 2020. Donc il y a un effet là aussi un effet grossissement des baies, taille des baies qui est beaucoup plus variable. Si on regarde sur la teneur en acide malique, là c'est un petit peu l'inverse. Ça veut dire que le secteur précoce, il y a toujours un petit effet millésime, mais dans une amplitude plus faible, alors que sur le secteur tardif, on peut avoir un effet millésime très marqué. Quand on voyait la différence entre 2022, qui était un millésime à très faible niveau d'acide malique, et 2021, qui était au contraire un millésime avec plus de 2 grammes par litre, 2,2 grammes par litre d'acide malique. Au passage, pourquoi peu de malique en 2022 ? Une bonne explication, c'est les fortes chaleurs, la canicule continue qu'on a eue avant la maturité. Donc le fait d'avoir des températures de 30 degrés et plus à partir du début du mois de juin, quasiment en continu jusqu'à la véraison, c'est à ce moment-là qu'il y a une forte dégradation d'acide malique pour permettre à la vigne d'assurer son alimentation hydrique. Et on est arrivé cette année avec des niveaux records à la baisse d'acide malique dès les premières analyses post-véraison. Si on regarde sur le niveau d'anthocyanes, c'est un peu comme l'acide malique, il y a un effet millésime beaucoup plus important sur le secteur tardif que sur le secteur précoce. Donc, vous voyez, on parlait tout à l'heure de l'effet terroir, de l'effet secteur. On voit qu'il y a un effet millésime avec des variabilités, des équilibres qui peuvent être relativement importants. Alors pour essayer de comprendre un peu quels sont les facteurs, il y a un facteur qui paraît évident, on en a parlé depuis ce matin, c'est l'état hydrique. Donc là, c'est un travail qui a été fait sur un autre secteur que la Provence. Donc vous savez peut-être que nous avons mis au point un service de cartographie de l'état hydrique de la vigne par satellite depuis 2 ans. Donc ça nous permet d'obtenir des cartes tous les 5 jours. Tous les 5 jours quand il n'y a pas de nuages. Hein, donc c'est en moyenne 3 à 4 cartes par mois exploitables et qui nous permettent de cartographier l'état des vignes en fonction de leur état hydrique. Pas uniquement de leur vigueur, mais de leur état hydrique. Et vous avez en haut les exemples de cartes, en bas à droite vous avez un exemple de cinétique
de l'évolution de l'état hydrique, où on voit l'effet des pluies qui a pu modifier cet état hydrique. Et sur ces référentiels-là, sur les grenaches, on a constitué 4 groupes de parcelles, des parcelles sans contrainte hydrique, qui sont en bleu en bas à gauche, des parcelles avec une légère contrainte hydrique, des parcelles avec une forte contrainte hydrique et des parcelles avec une très forte contrainte hydrique. Si on compare les maturités, alors on compare les différents groupes de parcelles avec les parcelles à contrainte modérée. Ça veut dire en pointillé, vous avez le niveau de valeur des différents paramètres des parcelles à contrainte modérée et en base de 100. Et vous avez les bâtons, les histogrammes qui vous indiquent les niveaux relatifs des autres secteurs. Ce qu'on voit, c'est que dans les parcelles à confort total, donc absence de contrainte hydrique, ça se traduit par des baies plus grosses, à peu près 20% en plus par rapport aux contraintes modérées, alors que la taille des baies a tendance à diminuer avec la contrainte hydrique, ce qui est assez logique, et ça peut aller jusqu'à 20% en moins. Sur le degré potentiel, il n'y a pas une grosse différence. Sur le niveau de malique, des grosses, très très grosses différences, encore plus marquées que pour le poids des baies. Et vous voyez, on a presque 40% d'acide malique en plus dans les parcelles à faible contrainte hydrique, sans contrainte hydrique, et 40% en moins sur les parcelles à forte contrainte hydrique. Sur les anthocyanes extractibles, donc APH 3.2, il n'y a pas de tendance nette, il y a plutôt là, il y a 2 phénomènes qui peuvent se passer. Sur les parcelles sans contrainte hydrique très vigoureuse, il peut y avoir une dilution, donc un manque d'accumulation des anthocyanes. Et quand il y a de la contrainte hydrique, il peut y avoir soit un blocage de la synthèse des anthocyanes, soit des phénomènes de concentration. Par contre, ce qui ressort, c'est sur l'IPT, donc les polyphénols totaux. Là, il y a un effet état hydrique qui est très net. Les parcelles à faible contrainte hydrique sans contrainte hydrique ont moins de polyphénols totaux, alors que dès qu'il y a un peu de contrainte hydrique, on a 10% de polyphénols totaux. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un lien assez net entre l'état hydrique de la vigne et sa composition. Là, on le voit aussi sur les cinétiques. Sur les cinétiques, on voit en pointillé l'évolution de l'acide malique. Alors, ce qui est intéressant de regarder, c'est les premières parties des courbes. C'est-à-dire que là, en particulier, une année comme 2022 qui était très chaude, à la récolte, on avait des niveaux de malique à peu près comparables. Mais on voit que les différences sont apparues dans la dernière semaine, mais on voit que sur les parcelles à faible contrainte hydrique, donc la courbe du haut, on avait pendant tout le déroulé de la maturation des niveaux de malique bien plus élevés que sur le reste, et que vous voyez sur les parcelles à forte contrainte hydrique, donc la courbe du bas, on était à 1 gramme, moins de 1 gramme par litre de malique. 1 gramme par litre, ça veut dire qu'il n'y a plus de malique. En tout cas, il n'y a plus de quoi favoriser la maturation du raisin. Si on regarde le poids des baies, là aussi, il y a eu une pluie entre la 3e et la 4e semaine. On voit que ces pluies-là n'ont eu aucun impact sur les vignes en forte contrainte hydrique. Ça n'a pas généré favorisé l'augmentation du poids des baies. Et qu'à la limite, c'est là où il y a eu un impact des pluies, ça va être sur les parcelles à forte... excusez-moi, je l'ai dit, pas d'impact des pluies sur les parcelles à très forte contrainte hydrique. Par contre, sur les autres parcelles, oui, le poids des baies a continué à évoluer. Et ce qu'on constate, quelque chose qui a été dit ce matin, c'est que le poids des baies, il est déterminé à la véraison. Petite baie à la véraison, quelle que soit la pluie, quel que soit le parcours hydrique qu'on aura derrière, on aura des petites baies à la récolte. Si vous voulez un ordre de grandeur, le poids des baies à la véraison, c'est dans le meilleur des cas la moitié du poids des baies à la récolte. Physiologiquement, le raisin ne peut pas grossir plus. Et là, on retrouve ces décalages-là, qui sont ces décalages-là qu'on observe entre les contraintes hydriques. C'est des décalages qui étaient déterminés dès la période de croissance des baies de la phase herbacée, donc à la fermeture de la grappe. Si on regarde l'évolution du degré potentiel, on voit une cinétique à peu près régulière, sauf sur la parcelle à très forte contrainte hydrique,
qui visiblement, malgré les pluies, s'est concentré en fin de cycle de maturation, alors que les autres sont restés sur une progression assez régulière. Et si on regarde en bâton les évolutions de APH1, on voit qu'il y a une progression sur toutes les parcelles avec un décalage pour les parcelles à faible... Excusez-moi, je vais y arriver, à contre-haute modérée. Donc là, c'est ce qu'on a observé en 2022 sur la Provence, mais c'est un phénomène qu'on connaissait déjà, vous voyez, 2003. Sur l'ensemble, alors c'est un autre référentiel de parcelles, c'est l'observatoire du millésime. Donc c'est un réseau de parcelles interdépartemental que l'on suit depuis 1995. Et j'avais comparé ça quelques années après, l'effet du 2003 sur l'ensemble des grenages du référentiel par rapport à la moyenne des autres années. Donc 2003, première grosse canicule qu'on ait connue, peut-être après 76, mais là je pense qu'il n'y a plus grand monde pour s'en rappeler. Et ben, en 2003, on a vu que le poids des baies a été bloqué très très tôt. Les baies n'ont pas grossi en fonction des dates. Que le chargement en sucre a été bloqué également, aux alentours de 12 degrés d'alcool. Donc il y a la progression des degrés potentiels ensuite, c'est 100% de la concentration, alors que les autres années, il y avait encore une légère poursuite du chargement en sucre. Que les teneurs en anthocyanes étaient sensiblement plus faibles que la normale, ainsi que les niveaux de malique. Vous voyez, on est arrivé à des niveaux de malique très très bas. Alors ça, c'est peut-être des graphiques qui représentent l'évolution en fonction du degré potentiel, non pas en fonction de la date. Donc c'est pour voir un petit peu l'évolution physiologique. Donc moins de malique, des pH plus élevés, des tanins de pépins plus présents, donc des tanins plus agressifs, et moins d'anthocyanes. Ça, c'est l'effet de la canicule sur la maturation du raisin. Donc une fois qu'on a dit ça, quels sont les objectifs de maturité? Alors je vais prendre le cas du grenache. Là, je vous présente un travail qui a été publié dans Rhône VO en 2016, où on avait comparé 3 types de parcelles cartographiées par Eunoview, donc Eunoview Vigueur. Les parcelles vertes, donc c'est les parcelles les plus vigoureuses. La parcelle jaune, c'est une parcelle de vigueur modérée. Et une parcelle rouge, c'est une parcelle à très forte contrainte. Donc avec des différences de surface foliaire par cep, donc avec l'effet contrainte hydrique qui se manifestait sur la partie rouge. Des différences de rendement, vous voyez, rendement qui diminue en fonction de la vigueur. Des différences, alors on avait noté l'état hydrique en fonction de l'état des apex. Et sur la parcelle rouge, on se retrouvait avec un arrêt total des apex à la véraison. Sur l'aspect couleur des grappes, là, des différences d'aspect visuel des grappes, ces aspects qu'on peut observer facilement, où les début véraison, on avait des grappes, donc quelques jours après la véraison, on avait des grappes rouges pâles rosées sur les secteurs vigoureux et vert et jaune, des grappes déjà très rouges. Et F-cover, c'est la mesure de la vigueur. On avait des différences d'évolution du poids des baies, donc avec le secteur vigoureux qui avait des baies beaucoup plus grosses que sur les autres, des différences d'évolution du degré potentiel. Et là, l'effet vigueur, c'était le secteur vert aussi qui se distinguait de la parcelle orange, jaune et rouge avec à peu près 1 degré de retard et une salinité d'accumulation un peu plus faible. Des différences d'azote assimilable, il y avait beaucoup plus d'azote assimilable sur les parcelles vertes, ainsi que d'acide malique. Donc vous voyez le lien entre vigueur et maturité. Sur ces parcelles-là, on avait fait 2 dates de récolte, vinifiées à la cave expérimentale, avec une première date de récolte déclenchée aux alentours de 12,5-13 sur les analyses de raisin, et une deuxième date de récolte une semaine après. Donc on voit que suivant les parcelles, il y a eu bien entendu un décalage de date de récolte. La parcelle verte la première récolte a été faite plus tardivement. Et vous voyez les analyses de vin finales à la mise en bouteille, où on constate des différences nettes au niveau de l'acide malique.
hein. Ou sur la parcelle verte, on a encore des niveaux de malique de 1,5 à 1,85, alors que sur les autres parcelles, c'est aux alentours de 1, voire inférieur. Et sur le pH, on voit aussi des différences avec la vigueur, des pH plus élevés sur les parcelles vertes, plus vigoureuses. Si on regarde l'effet de la maturité sur la couleur des vins, parce que ça c'est un critère très important en particulier pour les vins de Provence, eh bien, on voit qu'il y a un effet parcelle qui est plus déterminant qu'un effet maturité sur la couleur. Hein, ça veut dire que la parcelle rouge, c'est celle qui a les intensités colorantes les plus élevées, et sur cette parcelle-là, la maturité d'une semaine n'a pas impacté beaucoup la couleur. Dès le départ, on était déjà un petit peu hors objectif pour des rosés. La parcelle orange, c'est un petit peu la même chose, on est sur un niveau de couleur très élevé, et c'est sur la parcelle verte où, quelle que soit l'état de maturité, il y a des intensités plus faibles, mais la maturité s'est traduite plutôt par une augmentation du jaune, hein, tout en restant sur une intensité faible. On a fait des analyses de précurseurs d'arômes avec le laboratoire Niseos, et on a comparé l'effet maturité. Ce qu'on voit ici, c'est que donc c'est les précurseurs 3MH sur les raisins, donc c'est sur les mous. Sur l'effet maturité ne se traduit pas par une amélioration du potentiel aromatique sur les parcelles oranges et sur les parcelles rouges. Par contre, sur la parcelle verte, la plus vigoureuse, oui, là, il y a une progression. Et c'est sur le deuxième niveau de maturité de la parcelle verte où on a trouvé un niveau de précurseur aromatique significativement plus élevé que sur l'ensemble des vins testés. Donc, sur certaines parcelles, la maturation se traduit par une augmentation du potentiel aromatique et pas sur d'autres. Ça a été confirmé par l'analyse sensorielle des vins par le jury expert de l'ICV, hein, avec l'effet maturité qui se traduit par, quelles que soient les parcelles, une augmentation des notes fruits exotiques, donc ce qu'on peut appeler le côté thiol sur les grenaches, mais également des notes de soufré et en bouche du volume, donc plutôt des caractéristiques positives, et une diminution des notes amyliques, vanillées et de l'acidité. Sur l'effet parcelle et secondaire est moins important, et sur la parcelle rouge, on a noté plus de volume et des notes plutôt tournées sur l'abricot et la vanille. La parcelle verte, plus de fruits exotiques, avec un fort effet maturité. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré, en deuxième maturité, on avait quand même un bon maintien de la fraîcheur en bouche. Donc ça veut dire que tous ces travaux qu'on a faits permettent déjà de dire un point important, mais je pense que vraiment convaincu, c'est que le degré potentiel n'est pas un indicateur suffisant pour caractériser le potentiel qualitatif et le niveau de maturité. On ne peut pas se fier là-dessus. Qu'on peut déjà, à la vigne, ce que disait Arnaud tout à l'heure, déjà caractériser le profil des parcelles en fonction alors là, on a schématisé un petit peu des parcelles à objectif rosé, thiol et pâle, donc thiol, fruits exotiques, agrumes, etc. Et de parcelles à objectif plutôt rosé complexe ou rosé gourmand ou gastronomique, je ne sais pas comment on l'appelle, donc avec un peu plus de couleur et des notes un peu plus sur l'abricot. Donc, dans les critères, on peut prendre en compte des critères assez classiques de rapport SFE sur P. Et pour les rosés, on n'a pas besoin surtout maintenant, on n'a pas besoin de surface foliaire énorme. À la limite, plus d'1 mètre carré de SFE sur P pour des rosés. On a souvent des parcelles qui sont un peu hors objectif, avec trop de concentration. Et pour l'objectif thiol et pâle, on peut rechercher des parcelles avec des niveaux plus faibles. On peut caractériser la vigueur par des outils comme UnoView.
hein. Et on s'aperçoit que, alors, ce n'est pas les parcelles les plus vigoureuses qui vont donner les meilleurs rosés. Souvent, dans les parcelles les plus vigoureuses, on constate des problèmes de dilution, de manque de volume, etc. Mais pour faire les bons rosés, on les a souvent, si on veut faire des rosés tioles pâles, c'est souvent sur les parcelles à vigueur élevée. Donc de vert pâle à vert foncé sur l'échelle de NoView. Si on veut faire des rosés complexes, il faut chercher des parcelles un peu moins vigoureuses, disons entre le jaune et le vert. Au passage, ça veut dire qu'on a les niveaux de vigueur rouge ou violet qu'on a ici, correspondent plutôt à des objectifs vin rouge qu'à des objectifs rosés. Rationnement hydrique sur des rosés en particulier, il ne faut pas trop de rationnement hydrique. Pour faire des bons rosés, il faut du jus. Il faut préserver de l'acide malique, donc il ne faut pas trop de contraintes hydriques. La contrainte hydrique, vous pouvez l'apprécier de différentes manières. Il y a l'indice des APEX, donc il y a la petite application qui a été développée par Supagro et l'IFEV qui est très pratique pour ça. Il y a NoView Hydro qu'on a mis en place et qui permet, que je vous ai présenté tout à l'heure, qui permet là aussi de caractériser les parcelles optimales. Comme indicateur aussi, pour l'évaluation du potentiel gustatif, la simple observation de la couleur des grappes. Hein. Si vous voulez faire des rosés pâles, vous allez rechercher des grappes homogènes. L'homogénéité de la couleur est importante. Par contre, des grappes roses pâles à rouge clair. Si vous voulez faire des rosés complexes, vous allez chercher toujours des grappes homogènes, mais un peu plus rouges. Le niveau d'acide malique est un indicateur important. Et si vous voulez faire sur des grenaches des profils rosés tioles, il faut préserver du malique. Donc à l'analyse du raisin peut vous permettre déjà de discriminer les lots. Plus de 1,2 g par litre sur du grenache. Vous pouvez tolérer un peu moins de malique sur les rosés complexes. Le rapport sucre-acidité à 12 degrés d'alcool. Si vous avez des rapports qui ne sont pas trop élevés pour du grenache, alors pas trop élevés, c'est aux alentours de 60 à 65 en acidité totale, vous êtes dans la fourchette pour les objectifs rosés tioles pâles. Si vous êtes à 70-80, c'est plutôt rosé complexe. Et les anthocyanes, totales, on ne cherche pas trop de couleurs pour des rosés, donc moins de 400 mg si vous voulez vraiment faire des rosés pâles sur des grenaches, et moins de 700 mg par litre si vous voulez faire des rosés complexes. Donc, au-delà, disons, des objectifs généraux de maturité, pour les rosés, on va chercher à faire des vins entre 11,5 et 13,5 de réel alcool. Souvent, les tenants en alcool excessif sur des rosés plus élevés en rosé, on se prend le risque qu'on soit un petit peu hors marché. Un point important, c'est préserver l'acidité, c'est rechercher une faible intensité colorante. Ce qui résulte de toutes ces observations, excusez-moi, c'est que vous avez vu, la composition du raisin varie énormément entre les terroirs et entre les millésimes. Et avec le changement climatique, depuis plusieurs années, ces variations interannuelles sont de plus en plus importantes et je dirais de plus en plus imprévisibles. Je ne dis pas qu'une parcelle peut changer complètement de profil d'une année sur l'autre, mais toutes non, mais certaines oui. Donc ça veut dire que pour maîtriser les objectifs de maturité, pour maîtriser les dates de récolte, il est vraiment important de mettre en place des suivis réguliers, précoces et rigoureux. Alors, ça peut commencer par des suivis sur l'observation générale de la vigne, et en maturité, ça veut dire qu'il faut vraiment commencer le contrôle de maturité 10 jours après la véraison. La véraison étant le ramollissement des baies, pour avoir mis, si possible, sur les rosés, 3 dates d'analyse pour pouvoir bien interpréter les analyses. On a vu que les objectifs de maturité vont dépendre des parcelles et que dans l'état des parcelles, il y a 2 facteurs importants, la vigueur et leur état hydrique. Que sur les parcelles vigoureuses, sans contrainte hydrique, il y a des gains aromatiques importants. Qui dit, donc avec la maturité, qui dit poursuite de la maturité dit toujours risque d'évolution de la couleur, mais on gère plus facilement la couleur en vinification
que l'absence d'arôme. Hein. Par contre, sur les parcelles peu vigoureuses, avec une certaine contrainte hydrique, on a un potentiel couleur élevé dès le départ et on n'a pas forcément de gain qualitatif avec la maturité. Alors, oh, mais là, je pense qu'il va falloir que je brode alors, parce que j'ai fini. Alors, juste une question quand même. Quand j'ai commencé à travailler, donc ça remonte à quelques décennies, on disait dans la région, pour faire des blancs, pour faire des rosés, il faut vendanger en sous-maturité. Et pendant des années, on a vendangé les blancs à des rosés aux alentours de 11, 11,5 en disant qu'il faut préserver l'acidité. Ben là, malheureusement, c'est peut-être qu'au niveau acidité, on a une acidité qui était élevée, voire agressive, et au niveau aromatique, on n'avait que des arômes herbacés. Si on veut avoir un minimum d'arômes sur les raisins, il faut atteindre un certain niveau de maturité. Et sur le grenache, ces niveaux de maturité se situent plutôt aux alentours de 12,5-13 qu'au niveau de 12. C'est pour situer un petit peu ces objectifs de maturité. Enfin, dernier point, et ça rejoint ce que disait Arnaud tout à l'heure, ça veut dire qu'il ne suffit pas de déterminer la maturité à l'échelle d'une parcelle, mais il faut raisonner à l'échelle d'un domaine ou d'une cave coopérative. Donc ça veut dire que l'organisation des vendanges va dépendre d'une bonne définition des objectifs de style de vin, quels sont par type de vin, quels sont les volumes, avoir une idée à l'avance de l'affectation des parcelles. Bon, telle parcelle, je vais l'affecter plutôt à tel profil de vin. Ensuite, de la capacité de la cave à gérer les flux de façon régulière. Et on est dans des contextes où, en cours de vendange, on peut subir des aléas non maîtrisés. J'en vois deux, l'état sanitaire, et là, le secteur tardif en Provence est peut-être plus menacé par des dégradations du raisin, par le botrytis ou autre. Mais un autre facteur que l'on voit depuis quelques années et qui risque de s'accentuer, on l'a vu ce matin, c'est les coups de chaleur en pleine vendange. Où on peut aller vers des cinétiques de maturation qui vont être beaucoup plus rapides que ce à quoi on est habitué, des phénomènes de concentration si jamais la sécheresse se prolonge au mois de septembre. Et ça veut dire que si on veut, physiologiquement, on prend le risque de se retrouver avec des pics, des à-coups de raisin, des pics de raisin qui arrivent à un certain stade de maturité, il faut anticiper sur l'étalement des vendanges. Donc il faut aussi savoir gérer l'étalement des vendanges, quitte à vendanger certaines parcelles en dessous de leur objectif de maturité. Et voilà. Et ça veut dire que pendant les vendanges, un point important, c'est de savoir bien prioriser les chantiers en fonction de l'état des parcelles. Donc déjà une bonne connaissance de l'état hydrique et de l'état sanitaire des parcelles, ça permet d'identifier les parcelles qu'on a intérêt à vendanger, parce que quand il y a un problème de l'état sanitaire, mieux vaut vendanger avec un état sanitaire maîtrisé, quitte à être en sous-maturité que l'inverse. Voilà. Alors, merci pour votre attention.